Maintenant de la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Oh, bonjour. On va parler tout d'abord de l'actualité italienne et de ces 4 référendums qui ont eu lieu hier. Les Italiens se sont rassemblés en masse pour aller voter hier. Oui, des résultats largement commentés bien sûr par la presse italienne. Ce matin, je vous propose de voir tout d'abord ce qu'on en pense à gauche, du côté de la Repubblica. Pas de doute, c'est un véritable plébiscite contre Silvio Berlusconi. La formule est paradoxale, mais elle s'explique par le fait que Silvio Berlusconi a transformé au fil des années chaque consultation en exercice d'autopromotion. Mais là, c'est raté. 27 millions d'Italiens ont dit clairement leur volonté de reprendre en main le pouvoir qu'ils avaient confié à Berlusconi. Selon la Repubblica, si le premier référendum italien en 1976 portait sur le divorce, cette fois, ces référendums signifient le divorce entre les Italiens et leur gouvernement, notamment sur cette question, ce mensonge plutôt, je cite, de la réforme de la justice. Les Italiens en ont assez de ce roman totalement déconnecté de la réalité qui leur est raconté. Et ça vaut aussi pour la politique économique de Silvio Berlusconi. La Repubblica évoque la démagogie des esprits bestiaux du capitalisme porté au nu par Silvio Berlusconi. Une politique qui n'a rien construit. Niente miracoli, solo miraggi. Pas de miracle, seulement des mirages. Une presse assez unanime ce matin pour commenter cette défaite, mais du côté d'Il Giornale, le journal du frère de Silvio Berlusconi, on a évidemment une analyse sensiblement différente. Ha vinto la paura, en version originale. En somme, c'est la peur qui a parlé, la peur qui s'est exprimée à travers ces référendums, la peur des Italiens face au nucléaire, notamment après Fukushima, et contre la peur, rationnelle ou non, nous explique le journal, il n'y a rien à faire, la politique est impuissante et il n'a pas été question du tout dans ces consultations de Silvio Berlusconi. La gauche peut répéter que le berlusconisme est mort, la répétition d'un propos ne signifie pas sa vérité, selon le journal. Et puis on parle également du Liban ce matin avec la composition d'un nouveau gouvernement dominé par le Hezbollah et ses alliés, c'est-à-dire dans l'Orient le jour. Les quotidiens libanais évoquent un gouvernement établi en réalité sur un socle fragile, à l'avenir incertain. Avec cette question, il aura fallu 144 jours et des poussières à Najib Mikati pour qu'il mette en place son gouvernement. Mais la durée de vie de cette équipe sera-t-elle plus longue que celle de sa gestation? Le pronostic est assez pessimiste pour l'Orient le jour. Cette pénible formation contient en elle-même les germes d'une grave crise de confiance, pour ne pas dire de mésentente, entre les divers acteurs du gouvernement. Et c'est sans parler du très explicite parrainage syrien qui aura cette conséquence, selon le journal. Le gouvernement libanais vivra ce que vivra le gouvernement syrien. S'il se maintient, il se maintient. Et s'il saute, il saute. On va reparler maintenant de ce tout premier débat télévisé qui a eu lieu hier soir outre-Atlantique et qui opposait donc les candidats à l'investiture républicaine. Et je vous propose de regarder l'analyse que fait de ce débat The Guardian sur les enjeux de ce débat. En réalité, nous est-il expliqué, le premier but de ces candidats était de se montrer, de faire leur autopromotion, à eux aussi en quelque sorte. Pour la plupart, décrocher l'investiture est une préoccupation de second plan. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est d'être vus, une exposition médiatique qui leur permettra d'exploiter ensuite leur notoriété, de décrocher un talk show, une émission de télé sur Fox News, la chaîne conservatrice par exemple. Bref, une bonne opération de communication, de relations publiques qui a l'avantage de ne pas leur faire débourser le moindre dollar. Pour finir, Elisabeth, je vous propose un petit article que j'ai trouvé dans The Wall Street Journal qui nous explique comment les chansons, les tubes réussissent à faire leur chemin, à s'incruster dans les cerveaux des ados. Ce ne sont pas forcément les meilleurs qui restent. Ça, c'est vous qui le dites, tout simplement, parce qu'en réalité, ces tubes, ces hits, comme on dit en bon français, agissent sur certaines synapses, ces zones du cerveau ces zones qui mettent en contact les neurones. J'ai un peu oublié les venir en passage en chemin. Bref, l'explication scientifique de comment, pourquoi on finit par avoir une petite chanson dans la tête à voir dans The Wall Street Journal. Merci beaucoup, Hélène Frade. C'est donc la fin de la revue de presse internationale.